Bonjour, bienvenue sur Gréplan, bienvenue au Festival de Cannes. Nous sommes avec une partie, quelques-uns de l'équipe de Studio Dead Crows, alors bien représentés là. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est vous allez vous présenter à nos internautes, ce que vous faites au sein de... C'est une association, c'est une société déjà, Studio Dead Crows, c'est quoi? C'est une société, une SAS, voilà. Donc, tu peux commencer à te présenter. Stéphane Barra, je suis le gérant de la société. Principalement, je m'occupe de la prod, de la communication, des envois qu'il y en a à faire, du SAV, de la gestion de certaines gammes quand l'équipe peut pas, soulager aussi l'équipe, voilà, couteau suisse, on va dire. D'accord. Voilà. Okay. Ouais, bonjour. Philippe Auribeau, chez Dead Crows, je fais pas mal de choses, auteur sur certaines gammes, et puis plus particulièrement, je gère la partie création française sur RunQuest. Et j'ai fait aussi un peu de consulting sur Aquablue. Voilà. Et puis dans le futur proche, l'adaptation d'un jeu américain qui s'appelle Uprising aussi, qui arrivera sans doute dans le courant de l'année. Voilà. Donc moi, François Sédal, je suis directeur de gamme aussi chez Studio Dead Crows. Je m'occupe principalement des créations françaises. Là en ce moment, on va peut-être en parler, Donjons et Châteaux notamment. Voilà. Et je voudrais revenir sur ta première question, parce qu'en fait, au début, on était une association, en effet, il y a longtemps, voilà. Tout au début, mais bon, on est devenu une société, on s'est transformé. Ouais. Voilà. Ouais, ça fait longtemps, ça nous rajeunit pas. Donc on va parler de l'actualité. En fait, Studio Dead Crows, une actualité quand même assez chargée, on peut le dire. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement. On va commencer par parler de RunQuest, ce qui est sorti. Alors, et donc, qui voudrait parler de RunQuest? Un peu présenter RunQuest, parce que forcément, les plus vieux connaissent. Les plus vieux. Les anciens connaissent, voilà, mais ceux qui ont moins de 40 ans, pas forcément. Donc, je te passe le micro, tu parles un petit peu de RunQuest. Alors RunQuest, c'est une création d'un auteur américain considéré unanimement comme le génie du jeu de rôle, toute génération confondue, qui s'appelait Greg Stafford, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. C'était à la base un jeu de plateau. Et puis Greg a créé donc le monde de Gloranta qui a donné RunQuest. Ça date de 1974 de mémoire, la première version. Et depuis, c'est un jeu qui s'est sans arrêt renouvelé, qui a connu divers changements au niveau des éditeurs et qui est revenu dans la maison mère Chaosium il y a quelques années de ça, avec une équipe formidable qui a repris tout ça, Jeff Richard en tête. Pour créer la version qui est aujourd'hui disponible en français également. Voilà. Donc c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de médiéval heroic fantasy, avec une importance particulière donnée au mythe et à l'interaction avec les dieux. Donc un jeu très mystique, très profond, et qui est motorisé par le vénérable Basic Role Playing de Chaosium, adapté à la sauce RunQuest. Voilà, donc on y joue des héros avec un grand H qui vont influencer grandement l'avenir de l'humanité. Les dieux marchent possiblement parmi les hommes, donc on se retrouve avec une ambiance très héroïque, très magique, avec la passion de Stafford pour les mythes du monde entier qui se mêlent, qui s'entremêlent, pour donner un tout qui est au final très cohérent, puisque c'est un jeu qui a 40 ans d'existence, un univers qui a 40 ans d'existence. Voilà, donc cette version, elle est l'héritière de 40 ans de retour et de passion, à la fois de Greg, mais aussi de tous ces... ce qu'on appelle les spawns de Stafford, les héritiers de Stafford, parmi lesquels Jeff Richard et toute son équipe. Et en France, on a la chance d'avoir eu le bonheur de faire l'adaptation et la traduction. Bon, RunQuest, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça se passe pas forcément dans Gloranta, mais c'est Gloranta quand même le noyau. Je veux dire, moi je ne conçois pas RunQuest sans l'univers de Gloranta, créé par Greg Stafford. Voilà, exactement. Voilà, alors, on peut reprendre ce que tu as dit, parce qu'en effet, à un moment donné, ça a été dissocié.
Quand la licence RuneQuest a été séparée de Gloranta, mais RuneQuest, en gros, c'est les règles avec les runes, et le système a été créé pour jouer dans Gloranta. Tout ce qui est runes, le système descent aussi, qu'on utilise sur Appel de Cthulhu, a été créé pour RuneQuest Gloranta. Dans l'histoire du jeu de rôle, RuneQuest Gloranta a une part vraiment à part des autres jeux. Enfin, en tout cas pour nous, ça a vraiment une importance dans le déroulement du jeu de rôle par la suite. Et du coup, à un moment donné, ça a été séparé, à la Mangouste, etc. Et ça a été réuni à un moment donné sur cette édition qui est vraiment le retour de RuneQuest et Gloranta en même temps. Voilà. Et quand les plus anciens connaissent évidemment le RuneQuest d'Oriflamme. Alors, au niveau de... Voilà, c'est la 3e édition. Alors, par rapport à ceux qui connaissent, par exemple, cette ancienne édition mémorable Oriflamme, qui était extraordinaire, qu'est-ce que tu pourrais dire, les principales différences qu'il y a dans cette nouvelle édition, au niveau, non de l'univers peut-être, mais aussi du gameplay? Moi, j'ai remarqué quelques petites différences, mais si tu peux toi les préciser. Alors, le premier concept, c'est dans le personnage qu'on va interpréter. La version Oriflamme proposait vraiment de partir avec des personnages tout en bas de l'échelle. On avait 8 chances sur 10 de jouer un fermier Orlanti avec une compétence de 30% en combat qui avait vraiment du mal dans sa vie en début de carrière. Là, on joue dès le début des héros avec un passé, avec un héritage familial, un clan, une tribu. Et on joue dès le début des héros. Donc ça, c'est un changement plutôt hérité d'une deuxième itération de Gloranta qui était Hero Wars, Hero Quest. Et au niveau du système de jeu, on se retrouve avec un héritage d'un autre grand ancien de chez Chaosium qui est Pendragon, avec notamment les notions de personnalité, de passion, qui peuvent influencer les actes et permettre de se dépasser dans certaines circonstances. Donc si je dois citer vraiment deux différences majeures avec la version Oriflamme, ce sont ces différences-là. Et là, on va vraiment s'attaquer à la guerre des héros, c'est-à-dire Oriflamme, la version Oriflamme. On était toujours au bord de la guerre des héros, mais finalement, cette guerre des héros, au fil des suppléments, elle n'arrivait jamais. Là, on est en plein dedans. On va vraiment vivre la guerre des héros, les grands exploits d'Argrat, de Kalir, etc., etc., pour ceux à qui ça parle. Donc beaucoup plus héroïque, et au niveau du système, beaucoup plus axé sur les passions et la personnalité des personnages. Un autre point aussi qui peut être dit, c'est qu'à la création de personnages, souvent, Gloranta fait peur aux gens. Parce que c'est un bel univers, un gros univers, et à la création de personnages, on va pouvoir apprendre un peu de l'univers suffisamment pour que des nouveaux joueurs puissent commencer à jouer sans être perdus dans le mythe glorantien. Ça, c'est un point fort aussi que j'ai trouvé, qui est moins assidu que vous sur RuneQuest, qui permet de se lancer dedans et comprendre au moins les axes principaux grâce aux histoires des parents, des grands-parents. Voilà. Ouais, il faut savoir, il faut pas se mentir, Gloranta, c'est un univers qui est très touffu. C'est un univers immense, chaque nation a été développée depuis 40 ans, donc il y a une certaine complexité, forcément. Cette édition-là, elle part du principe de faire un focus sur une région en particulier, qui est la région de la Passe du Dragon, où on se retrouve avec deux civilisations notamment qui s'affrontent, qui ressemblent, on va dire pour simplifier, une forme de civilisation celte avec une forme de civilisation romano-grecque, on va dire, ce qui permet aux joueurs finalement de s'appréhender l'univers assez vite, parce qu'il y a ce focus qui est fait. Et ensuite, on peut élargir à d'autres parties de Genertella ou de Gloranta. La version Oriflamme était peut-être beaucoup plus générique. Elle donnait la possibilité de jouer des personnages venant de tous les coins du monde, mais avec cette difficulté pour le meneur de jeu d'avoir des informations fiables. Et tout de suite, ça correspondait à des heures et des heures de lecture pour sortir les informations pour les joueurs. Voilà. Là, au niveau de la gamme, pour l'instant, il y a le coffret, etc. Bon, là, vous avez le livre de base. Là, vous avez le bestiaire de Gloranta aussi. Et bon, là, vous avez le kit de la meneuse avec l'écran. La gamme, ça va continuer. Qu'est-ce qui est en projet? C'est toi qui en parles, Ouais. Donc là, en boutique, il est sorti depuis la semaine dernière. Donc le kit de la meneuse et RuneQuest qui était sorti il y a 1 an et demi, je crois.
Et le kit d'ameneuse depuis vendredi dernier est chez la boutique, donc il réunit beaucoup de choses dedans. C'est pas que c'est très épais, il y a du matos, il y a des cartes, il y a du background. Ouais, voilà. Alors à savoir aussi que ce qui est important, c'est que par rapport à la VO, c'est que dans le RuneQuest, il y a de la création française. Dans le kit de l'ameneuse, il y a de la création française. Dans le bestiaire, il y a le kit de la création française. Ça à chaque fois, ou quand on a pu qu'il y avait une idée et que c'était intérêt de faire une création, on a fait de la création française pour rajouter plus d'illustrations, etc. aussi. D'ici la semaine prochaine, il va avoir le bestiaire. 15 jours après, il va avoir Gloranta. Et ça va suivre avec le supplément Les Enfants de la Flamme, une campagne de création complète française qui va sortir d'ici un petit mois, puis se livrer l'aventure. Voilà, ça c'est ceux qui étaient sortis sur le financement participatif. Et à partir du 7 mars, on va faire une précommande sur les 2 prochains suppléments, Smoking Green et Pegasus Plateau, qui va être présenté en précommande. Tout est fini. On disait, les PDF sont finis, on est prêt à imprimer en fait, à faire les validations avec l'imprimeur pour envoyer en impression. Voilà, ça c'est à partir du 7 mars. Il y a 2 autres suppléments qui sont sortis et un qui va arriver chez nos amis américains, c'est le Starter Kit. Équipement, ça c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Et armée équipement. Et le troisième, le Red Book, ouais, excuse-moi. Donc livre de magie, qui va arriver, que nous on est en train de traduire. Ouais, mais ça c'est après. Et fin d'année, on fera une précommande sur ces 3 prochains volumes. Voilà. Pour qu'à la fin de l'année, l'idée, fin d'année, premier trimestre 2023, on est au même niveau qu'eux. On a rattrapé le temps perdu. Voilà. Ouais, ça annonce de belles choses. Ouais, c'est intense. Ouais, c'est intense. Donc, mais l'actualité de ce Decro, ce n'est pas que RunQuest. Ça s'est fourni. Alors, je voudrais, François, si par exemple toi, je ne sais pas si tu as travaillé sur Nautilus, Aquablue, tout ça, si tu voulais parler un petit peu justement déjà du produit, parce que bon, ils sont, c'est 2 trucs qui évoquent beaucoup de choses chez les gens finalement, que ce soit Aquablue pour les amateurs de bande dessinée, Nautilus pour la mythologie de Jules Verne, etc. Les sorties des produits, les sorties des livres de base, etc. Est-ce que ça va continuer à se développer, que vous allez continuer à développer ces gammes-là, ou pour l'instant vous considérez que c'est des gammes qui sont bien fermées, que c'est pas la peine d'aller plus loin, et puis justement présenter aussi dans Aquablue par exemple, qu'est-ce qu'on peut jouer déjà présenter un petit peu l'univers pour ceux qui ne connaissent pas par exemple. Je ne sais pas qui veut en parler, si c'est toi ou quelqu'un d'autre. Ouais, parce que tu as travaillé pas mal dessus aussi, je veux dire. Aquablue, ouais. Et Nautilus. Allez, Nautilus. Donc Nautilus, c'est forcément sur l'univers de Jules Verne. L'idée c'était de pouvoir incarner des descendants entre guillemets de Jules Verne, c'est-à-dire des personnes à qui, je vais spoiler les romans de Jules Verne. Le capitaine Nemo meurt. Ouais. Désolé. Et il va, et en fait il a fait un testament, et ce testament est dédié aux joueurs. Donc c'est un livre campagne, il y a 6 scénarios qui forment, qu'on peut emboîter pour former une campagne qui traverse différents romans de Jules Verne. Chaque scénario est inspiré d'un roman. On a sorti aussi un écran, il y a livré un recueil de scénarios, voilà, un artbook, enfin voilà, il y a une petite gamme dessus. C'est un jeu qui a bien fonctionné, sur lequel on a apprécié de travailler. On pense qu'on est assez content de ce concept de jeu sur des univers et de la littérature française. Et pour rien vous cacher, on en parlait encore ce matin en venant en voiture sur est-ce qu'on a l'opportunité ou pas de faire une suite. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais ça dépend aussi de la demande, des retours que nous font les joueurs, les boutiques, voilà, de nos envies. Donc on sait du temps, voilà, des priorités, tout ça. Mais bon, c'est pas. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais peut-être, pourquoi pas, un jour. Donc pour faire un tour d'horizon sur Jules Verne, sur Nautilus. Sur Aquablue, donc là c'était une collaboration, donc Philippe a travaillé dessus, donc il pourra en parler aussi. C'était une collaboration avec Delcourt, l'éditeur. C'est venu comme Nautilus d'ailleurs, c'est venu d'une discussion avec Batro.
On est tous les deux fans de la BD et on s'est dit why not quoi. Et on les a contactés, ils nous ont dit bah ouais pourquoi pas. Et on a trouvé un terrain d'entente et on a super bien collaboré avec eux. On a collaboré en fait avec les auteurs de la bande dessinée, donc Renaud et Régis Sautière, qui nous ont accueillis les bras ouverts. On a pu jouer dans leur terrain de jeu, faire des propositions. Forcément, quand on crée un jeu de rôle, on a une autre approche complètement différente que celle de la création d'un scénario de BD. Parce qu'on doit remplir tous les trous. Le scénario de BD, on va se consacrer que à ce qui arrive au héros. Là, on doit fournir de la matière pour que les joueurs et les MJ puissent développer leurs propres aventures. Et donc, on avait des trous dans le background d'Aqua-Blue. Et donc, on a pu développer tout ça avec eux. On a tout fait valider par les auteurs, par Delcourt. Et on est super fiers parce que il y a un nouveau tome de la BD qui est sorti. Et ils ont intégré des choses qu'on avait développées pour le jeu de rôle. Et là, la boucle est bouclée, c'est super. Donc pour Aqua-Blue, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de SF. C'est un univers de SF familial. C'est un peu Steven Spielberg qui fait de la SF. Grande aventure. Il y en a pour les grands et les petits. Voilà. C'est la SF un petit peu comme ce qu'on pouvait trouver dans les années 50, lumineuse, etc. La Star Trek, ce genre de choses. On travaille pour la fondation Aqua-Blue, parce que le héros de la bande dessinée crée une fondation pour protéger les civilisations menacées par l'expansion terrienne. Donc c'est un jeu assez avec des thèmes très forts sur l'écologie, sur le rôle des êtres humains, leur impact sur les autres sociétés, sur les autres planètes, sur les écosystèmes, etc. Et donc voilà, donc il y a une gamme aussi là avec un livre de base, un écran, un livret de scénario. C'est tout, ouais, c'est ça, là j'ai fait le tour. Voilà, et voilà, c'est déjà pas mal de choses qu'on a fait sur Aqua-Blue. Moi je posais la question parce que c'est quand même des mondes vachement ouverts et ça laisse vraiment l'opportunité pour jouer, même si par exemple on a fait le tour des différentes composantes du jeu, que ce soit Nautilus, où il faut le dire, ça ne parle pas que de Nautilus comme tu le disais, hein. Dedans il y a Robur le Conquérant, il y a un peu toute la mythologie de Jules Verne qui apparaît là, et donc c'est une porte ouverte à des tas de scénarios en fait. On peut faire énormément de choses sans forcément après une fois dépasser un peu le cadre du jeu. C'est pour ça que je posais la question. Par contre, comme on revient sur Aqua-Blue, quand moi j'étais très surpris par le système choisi et la simplicité du système choisi. Le but c'était d'attirer des joueurs, de séduire des joueurs de la bande dessinée pour les amener vers le jeu de rôle, parce que franchement le système il colle très bien finalement, parce que on plonge rapidement dans le jeu. Donc au niveau du choix de la mécanique, ça s'est passé comment ? Alors c'est Batro qui a élaboré la mécanique. Après, c'est pas Batro du tout. On revient. Non, c'est moi. En fait, c'est pour ça que je t'ai pris le micro avant que tu dises que le système était nul. En fait, c'est un système. Il y a deux optiques. En effet, on voulait un système simple parce qu'on pense qu'Aqua-Blue peut être en effet une porte d'entrée dans notre loisir pour les amateurs de la bande dessinée. Et Aqua-Blue c'est aussi été conçu comme une encyclopédie de l'univers pour les amateurs de la bande dessinée. Donc un système simple, mais on a voulu aussi développer nous un système qu'on puisse réutiliser, créer un système maison. Donc qui est déjà hérité d'un autre jeu chez nous qui est Innominé Stanis, qui évolue, qui va être utilisé dans d'autres jeux, Donjons et Chatons, qui est utilisé dans un livret découverte là, qui vient de sortir. Donc c'est un système sur lequel on mise pour faire des jeux en effet assez faciles d'accès, etc. Non, ce que je voulais dire, parce que je l'ai quand même lu, relu, critiqué... Et c'est que, en fait, la question essentielle qu'il faut se poser quand on crée un système de jeu pour un jeu de rôle, c'est est-ce qu'il y a nécessité de finalement faire quelque chose de complexe quand on peut faire quelque chose d'ultra simple. Aqua-Blue, même quand on lit les BD, on se rend compte que les actions à mener, on peut les résoudre assez facilement. Donc il n'y a pas nécessité de faire un bouquin de règles de 150 pages juste avec les règles de chute ou non. C'est un jeu qui se veut léger, narratif, immersif. Donc là, il y a les petites subtilités des dés spéciaux qui permettent de gérer la magie très facilement.
Et puis pour le reste, ça va tout seul. C'est presque de la mécanique d'initiation. Et d'ailleurs, ça marche très bien en initiation. C'est quelque chose qui était voulu, qui était assumé. Généralement, quand on fait de l'adaptation, notamment de bande dessinée, il faut que la mécanique soit limpide et assez, on va dire, assez encourageante pour que les amateurs de la BD, s'ils ouvrent le bouquin de règles, ils ne se retrouvent pas devant un script en Python ou des équations du deuxième degré. Il faut rester dans quelque chose de très basique, pas simpliste, mais au moins simple et visuel. C'est ce que Batro a fait avec Aquablue. Donc, on va aussi parler de deux autres produits, puis une petite question que je vais poser à la fin. On va parler de Dragon's Conquer America. Alors, qui veut nous parler de ce jeu un peu spécial? Le directeur de gamme n'est pas là, donc ça va être plus dans un concept plus concis, parce que je ne serai pas assez apte à bien parler. Qu'est-ce que tu veux savoir dessus? De quoi ça parle? Des petits bonshommes verts. Voilà. Ouais. Non. Alors, Dragon Conquer America, en fait, on va parler de tout ce qui est amérindien, donc l'Amérique du Sud, avec la conquête des Espagnols à d'autres dragons. Et d'autre côté, le côté amérindien, donc toute la péninsule sud de l'Amérique. Aussi, on est dragons, mais plus du dieu, plus quelque chose de... Je sais pas forcément le terme chamatique, mais quelque chose de beaucoup onirique. Et au début, il va avoir comme un petit peu ce qui s'est passé, des discussions, des comptoirs qui vont être créés, et petit à petit, il va y avoir des guerres qui vont se créer, des conflits qui vont se créer, de civilisations. C'est vraiment un choc de civilisation, bercé par une belle magie. Et bien sûr, au milieu de ça, on va avoir des dragons. Donc, comme je disais, assez onirique du côté amérindien, et beaucoup plus bestial côté espagnol. Ils vont être domptés avec des prêtresses draconiques, par exemple, qui vont pouvoir dompter des dragons et attaquer avec ça. Voilà, pardon. Voilà, grosso modo, donc ça va être vraiment le choc de civilisation qui va être mis en avant sur ce type de jeu. Et on va avoir, donc là on a le livre de base et l'écran, avec de la création française comme d'habitude dans l'écran et dans le livre de base, avec des scénarios. Espagnol à la base, tout à fait, mais en anglais. Donc c'est traduction anglaise-française. Et après on va avoir de la création, on va créer une campagne aussi par la suite qui va relier, qui va être au niveau amérindien. Qui va être au moment où on va basculer du côté vraiment de la guerre qu'il y a eu. Parce que la guerre qu'il y a eu amérindien, c'était pas qu'un conflit entre l'Espagne et l'Amérindien, c'était un conflit global entre les clans aussi de plusieurs tribus, des clans de tribus qui se sont mis un petit peu aussi dedans, au milieu des Espagnols, etc., qui s'en ont profité pour essayer de conquérir. Voilà, donc on va refaire un petit peu l'histoire, on va repartir sur cette campagne-là française qui sera en financement, sur ce statut de début, et savoir où les PNJ vont mener soit une guerre, soit ils vont trouver un moyen d'éviter celle-ci. Voilà. Il y a deux campagnes aussi espagnoles, dans le même livre qui sera traduit. Il y en a une qui va se passer en Amérique du Sud et l'autre en Espagne, avant la découverte d'Amérique du Sud par les Espagnols. D'accord. Voilà. Voilà, je suis vraiment succinct. David, à l'occasion. Ouais, je pense que sur Guerre et Plomb, il y a des fans d'histoire. Là, c'est un jeu fantastique, il ne faut pas s'attendre. Je pense que l'idée des auteurs, c'était il se passe quoi si, quand les Espagnols débarquent, il y a des dragons, il y a de la magie. Voilà. Et donc, ils sont partis dans leur délire et ça donne un truc Cortés avec des dragons, mêlés avec l'histoire. Il n'y a pas Mel Gibson. Non. Donc je voulais aussi parler de Cthulhu no Konami, parce que bon, il n'y a pas le duo Mimi ici, bon c'est pas grave, mais quelqu'un peut en dire un mot, parce que ça c'est très intriguant en fait, Cthulhu au pays des Nippons. Oui, je sais. Alors, non, tu peux rien. Alors, Cthulhu no Kami, donc du coup on va être au Japon, bercé par tout le folklore japonais. Et Cthulhu va s'immiscer. Alors quand on dit Cthulhu, c'est Nyarlathotep, ça va être Hearst, c'est tout le mythe qui petit à petit a essayé de prendre main basse sur l'archipel, mais à travers des yokai, à travers des petits êtres sylvestres, etc. Mais il y a le folklore qui est sur place. Il n'y a pas que l'entité. Donc ça va être un jeu qui va être basé, un Cthulhu sur l'horreur, mais beaucoup plus fine. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément affronter des horreurs d'entrée, mais on va pouvoir aussi les affronter
on va pouvoir aussi discuter, trouver, parce que des fois c'est seulement parce qu'il y a une identité qui est mal à un endroit. C'est pas forcément une entité qui voudra combattre. Donc selon l'issue et la discussion qu'on va avoir avec cette entité, on pourra peut-être la faire disparaître ou la comprendre, ou tout simplement arriver à trouver une solution pour qu'elle arrête de faire mal, ou c'est le bordel, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc on va bercer vraiment par tout ce qui va être Japon, et pas, c'est pas évident à expliquer. Hein. C'est pas Cthulhu qu'on a mis au Japon, c'est l'archipel japonaise avec le folklore où on a rajouté du mythe dedans. Voilà. Donc c'est beaucoup plus fin. On va traiter 5 périodes différentes, j'ai plus les noms en tête des périodes, qui partent du Moyen-Âge japonais au contemporain, avec des sociétés secrètes qui vont perdurer sur toute la longueur, et des scénarios qui vont être aussi dans le temps. Les scénarios vont se passer à un moment donné, telle année, et au même moment, des choses vont se passer ailleurs, même des centaines d'années plus tard. Voilà, pardon, ça va ? Ah, voilà. Voilà. Alors nous, quand on avait commencé, c'est vraiment un jeu où on a mis un gros budget sur l'illustration, mais aussi sur la qualité d'écriture, parce qu'on a Coral et David qui a relu, réécrit derrière. On avait un historien japonais qui nous a un peu laissé tomber au passage. Ça, c'est l'avis des maisons d'édition. Donc du coup, on travaille pour que ça soit le plus cohérent possible et d'amener le plus de mystère et ce lien avec tout. Voilà. Et c'est motorisé par Chroniques oubliées. D'accord. Voilà. Donc une version adaptée de Chroniques oubliées au mythe, mais voilà. Donc c'est pour ceux qui connaissent Chroniques oubliées, ils pourront jouer sans trop se poser de questions. Ce qui est parfait, parce que c'est vrai que ça facilite l'entrée dans le truc. Ouais. Donc il y a Chroniques oubliées Cthulhu, maintenant il y a Chroniques oubliées Cthulhu no Konami. Voilà. Et je voulais poser une petite question aussi. Quid d'Awaken alors? Où vous en êtes au niveau d'Awaken? Alors où on en est, le livre de base et l'écran a été envoyé aux souscripteurs. Les deux suppléments, je suis chez l'imprimeur. On a eu, pour être tout à fait honnête, on a eu un changement de commercial chez l'imprimeur qui est un peu délicat, dans le sens où on a l'impression qu'il n'est pas aussi performant que ce qu'on avait avant. Donc du coup, au lieu de mettre 15 jours pour valider les trucs, on met un mois et demi. Voilà, donc c'est chez l'imprimeur, c'est validé. Voilà. Alors le problème qu'on a aussi avec l'impression, mais pas que nous, d'une façon générale, c'est qu'on sait quand on a les PDF, parce que les PDF ont été envoyés aux souscripteurs, les deux suppléments Awaken, dont la création avec Tricky Tuff et la version, la traduction. On sait quand est-ce qu'on a les PDF, mais on ne sait pas quand ça sera imprimé, parce qu'on n'a pas de date déterminée. Là c'est bon, c'est imprimé. Voilà, donc là on est à l'attente. Comme par exemple Monster of the Week, on fait la réédition du livre de base et Bestiaire. Il y a les 6 settings en cours aussi de Monster of the Week. Il y a encore autre chose, je ne me rappelle plus. Donc tout ça c'est en attente parce que c'est chez l'imprimeur. On a changé de papier en cours de route par exemple, si vous n'avez plus de papier. Donc ça c'est les aléas. L'épaisseur de... Voilà, quand on change le papier, on change l'épaisseur de la couve, on change l'épaisseur du bouquin. Donc le dos, il faut le repasser, il nous en renvoie une validation. Donc du coup on repasse avec notre PAO qui refait, le maquettiste qui refait la couve. Enfin, c'est des va-et-vient incessants, donc on change une petite virgule, il y a énormément de changements qui prennent du temps. Un jour, 2 jours de plus, un jour, 2 jours de plus. Voilà. Donc tout ça c'est en cours. Voilà. Écoutez, merci à vous trois d'être venus vous plier à cette petite interview. On vous a posé quelques questions sur votre gamme justement que l'on tient à cœur à Guerre et Plomb. On aime beaucoup ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à venir sur le Discord où on répond plus rapidement que Facebook. Facebook c'est pas fait pour échanger. Discord, on a un Discord avec tous nos jeux, donc faut pas hésiter dessus. Il y a souvent les auteurs qui sont dessus qui passent de temps en temps. On peut les solliciter aussi de temps en temps pour avoir des réponses plus précises sur tel jeu ou tel jeu, où on n'a pas forcément les réponses à tout. Quand on gère toutes les gammes, on peut pas être aussi précis que RuneQuest. Voilà, c'est pas possible que voilà. Ceci étant dit, voilà. Merci à vous trois et puis bonne continuation pour ce festival de Cannes et puis bonne continuation votre autre gamme. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir.